Ok, alors on m'avait demandé, j'ai eu une commande de Riri, de parler de la leçon groupe linéaire, c'est ça? Sous-groupe application. Groupe linéaire, sous-groupe application. Sous-groupe et application. Ok, qui est une leçon commune finalement, presque avec le même... Quasiment le même titre, il me semble, à l'externe, titre, oui. Voilà, à l'externe et à l'interne. Donc ça peut faire plaisir à tout le monde. Donc des fois, je dirais des choses où les internes peuvent oublier, et certains externes aussi, mais bon, ça, on ne se refait pas. Ok, donc on va faire généralité sur le... Généralité, bien sûr. Ce qui est important dans cette leçon, comme dans pas mal de leçons, c'est de repérer le mot groupe. Toutes les leçons où il y a le mot groupe, ça veut dire qu'on va devoir étudier l'objet en tant que groupe. C'est pas juste les matrices, c'est l'objet avec sa structure de groupe. Ça, c'est important. Alors, on commence par des caractérisations de GLN de K. Donc, a priori, on est sur un corps quelconque, et les caractérisations, bah, c'est les inversibles de Mn de K. Mais inversible à gauche suffit, parce que inversible à gauche, ça veut dire que c'est injectif, donc c'est surjectif, c'est inversible à droite. Donc, ça, c'est la formule du rang. C'est le fait que ce sont des endomorphismes, donc il y a même une dimension de l'espace de départ et l'espace d'arrivée, ici. Donc, à gauche ou à droite, il y a une magnifique caractérisation par le déterminant non nul. Et enfin, il y en a une un peu plus fine, avec le spectre. 0 n'appartient pas au spectre de M, parce que, évidemment, si 0 appartenait au spectre de M, bah, le déterminant serait nul, et inversement, comme le déterminant c'est le produit des valeurs propres, eh bien c'est que 0 n'appartient pas au spectre de M. Bien. Alors, maintenant, une fois qu'on a ça, on peut avoir tout de suite un ensemble d'applications à l'étude de GLN, dans le cadre où K est égal à R ou C, c'est-à-dire quand on peut mettre sur l'espace des matrices une topologie, et donc GLN de K, ça c'est une topologie par la norme, de l'espace vectoriel Mn de K, qui est une dimension finie, et lui hérite de cette topologie, puisqu'il est dedans. Eh bien, vous avez que GLN de K, dans ce cas-là, est dense, ouvert et connexe. Alors le fait que c'est dense, ça utilise cette caractérisation-là. Ouvert utilise cette caractérisation-là, avec le fait que le déterminant est une application polynomiale, donc continue, et connexe aussi, à condition, cette fois-ci, qu'on soit sur C, parce que sur R, eh bien, on voit que le déterminant envoie GLN de R sur R étoile, donc s'il était connexe, R étoile serait connexe par transport de structure, et donc c'est absurde, parce que R étoile n'est pas connexe. Bien. Donc voilà déjà des applications. Maintenant, comme très très rapidement dans une leçon sur les groupes, il faut passer à l'action. Et l'action, la principale action, c'est que GL, alors je vais l'appeler GL de E, GLN de K, c'est quand E, c'est KN finalement, donc c'est les matrices. Alors que là, c'est GL de E, agit, et ça depuis sa naissance, agit linéairement sur E. D'ailleurs, c'est écrit. GL, ça veut dire j'agis linéairement. Et c'est ça. Donc il y a une action. Il y a une action avec deux orbites, d'ailleurs.
Ça, c'est assez original. De la même manière que Sn, le groupe des permutations à n éléments, de naissance, il agissait sur n éléments de 1 à n, ben lui, de naissance, il agit sur eux. Mais cette fois-ci, contrairement à Sn, lui, il agit avec deux orbites. C'est pas transitif. Il y en a une qui vient nous embêter, toujours dans le linéaire, c'est l'orbite nulle, et E moins 0. C'est ça, les deux orbites. Il y a d'autres actions. Celle-là, c'est l'action mère, c'est la mère de toutes les actions. Mais il y a d'autres actions sur GLN de E, agit sur les sous-espaces de dimension fixée de E. Et là, ça va, quand la dimension est fixée, on va avoir une action transitive. C'est transitive. Ça se fait avec le théorème de la base incomplète, très facilement. Ça agit aussi sur les drapeaux. Alors, je vais prendre les drapeaux complets. C'est-à-dire, ici, je vais prendre F1 inclus, donc je vais prendre F1 inclus dans F2, inclus dans Fn. Donc ça, c'est un drapeau. Et ça, c'est des sous-espaces avec la dimension de Fi égale I. Donc comme ça conserve la dimension, je vais agir ce que je vais appeler G de F1 jusqu'à Fn. Ça va être tout simplement l'image directe G de F1, comme pour l'action sur les sous-espaces, je n'avais pas précisé ici, jusqu'à G de Fn. Voilà, je suppose que E est dimensionnel, donc ça c'est E. Et ici, j'ai une action parce que le groupe linéaire respecte à la fois la dimension et il respecte aussi l'inclusion. Voilà. Bien, alors donc il y a une action sur les drapeaux, et puis il y a des actions sur les espaces de matrice. Bien connues. Vous avez d'une part GLN de K agit par conjugaison sur Mn de K. Ça veut dire que l'action, c'est G.M égale GMG-1. Donc c'est finalement le changement de base. Géométriquement, ça correspond à changer de base et regarder la nouvelle matrice qu'on obtient. Et on a G. Donc action sur les matrices symétriques. Donc on va l'appeler Sn, par congruence. C'est G.S, une matrice symétrique, c'est GSG transposé. Alors il faut faire attention de bien mettre G ici à gauche et G-1 à droite. De la même manière, G à gauche ici et G transposé à droite, sinon on n'aura pas une action à gauche. Bien, il y a une action fondamentale. L'action fondamentale de GL, c'est sur l'ensemble des bases. On a que GL de E agit de façon simplement transitive sur l'ensemble des bases de E. C'est-à-dire que G.E1, ça c'est une base, ça va devenir G de E1, G de En. Eh bien, l'action est bien définie, c'est-à-dire que si ici je prends une base et que G est inversible, ça ce sera une base, mais le théorème fondamental de l'algèbre linéaire dit que si je prends deux bases ici, il existe un unique G. Donc il existe, ça veut dire que c'est transitif. Un unique, ça veut dire que c'est simplement transitif. G qui envoie une première base sur l'autre. Et ça, c'est fondamental. Et comme application, on peut calculer le cardinal de GLN de K, si K, et le cardinal Q, c'est un corps fini. Et on va trouver une formule du style Q puissance n moins 1, facteur de Q puissance n moins Q,
jusqu'à q puissance n moins q puissance n moins 1. Voilà. Comment? Parce que on va compter ça. Étant donné que ça agit de façon simplement transitive sur les bases, il y en a autant que des bases par la formule des classes. Voilà. Et donc on sait calculer des bases. Alors, on a aussi, toujours dans la partie 1, qui est peut-être un peu longue, des générateurs de GL de E. Les générateurs célèbres, c'est, on va dire de GLN de K, c'est les matrices de translation, de transvection et de dilatation. En fait, c'est juste le pivot de Gauss, c'est-à-dire que multiplié par une matrice de transvection, ça revient à faire une manipulation des lignes et des colonnes, et à gauche des lignes, à droite des colonnes, et ensuite on va tomber sur de la dilatation. Voilà. Donc c'est pas trop dur, c'est finalement, ça revient au pivot de Gauss, et on arrive, en multipliant par des matrices de transvection à gauche et à droite, à tomber sur une matrice diagonale avec des éléments non nuls, et là on tombe sur un produit de matrice de dilatation. Donc on a un système de générateurs qui vaut ce qu'il vaut. Bien. Grand 2, les sous-groupes de GLN. Et là, on va commencer par se poser comme question, au départ, des sous-groupes distingués. Et c'est vrai que l'idée du déterminant, le fait qu'on a un déterminant qui va de GLN de K dans K étoile, parce que c'est ça au départ la caractérisation de GLN, et que ça c'est un morphisme, va faire qu'on a des sous-groupes distingués comme noyaux. D'accord? Donc ker de det, c'est SLN qui va de K, ce qu'on appelle SLN de K par définition, qui va devenir un sous-groupe distingué. En fait, on pourrait avoir d'autres sous-groupes distingués, parce que ici, j'ai K étoile est abélien, c'est un groupe abélien, donc il possède plein de sous-groupes, a priori, qui sont tous distingués. Dès qu'on a un sous-groupe ici, ils vont être distingués. Et l'image réciproque d'un groupe distingué, c'est un sous-groupe distingué. Donc ce qui va nous faire, là ça c'est surjectif, et ce qui va nous faire que on obtient, par exemple, l'ensemble des matrices de déterminants 1 ou moins 1, comme 1 moins 1 est un sous-groupe de K étoile, ça c'est un sous-groupe distingué aussi. Voilà. On a aussi comme sous-groupe distingué les homothéties. Ça c'est distingué dans GLN. Et dès que vous allez avoir un sous-groupe distingué de K étoile, ça va vous donner un sous-groupe distingué. Donc dès que j'ai un sous-groupe ici de K étoile, comme ça un sous-groupe central, ça va nous donner un sous-groupe distingué de GLN. Donc on a un certain nombre de sous-groupes distingués dont les principaux sont ça, qui est le centre en fait de GLN, et c'est important dans une leçon sur les groupes de parler du centre. Ça c'est le centre, ça c'est ce qu'on appelle lemme de Schur, c'est un lemme de Schur, hein. Pas le lemme de Schur, mais un lemme de Schur, ça s'appelle comme ça. Le centre de GLN, c'est les homothéties. Voilà, savoir-faire, absolument savoir-faire. Et je sais, tu m'as dit que Gilles Baillimet avait dit il faut absolument savoir faire, donc il faut regarder. Moi aussi, je l'ai fait dans les vidéos. Il faut dire que le centre, ça va stabiliser toutes les droites. Et si ça stabilise toutes les droites, alors c'est des homothéties. Bien. Maintenant, alors attention, je m'adresse plutôt aux externes. Vous avez en général un sous-groupe distingué gratuit tout le temps, qui marche à tous les coups, c'est le centre. Vous en avez un deuxième gratuit, c'est le sous-groupe dérivé. Qu'est-ce que c'est le sous-groupe dérivé? C'est le sous-groupe engendré dans un groupe, c'est le sous-groupe engendré par les commutateurs. C'est-à-dire le commutateur de AB, c'est A fois B fois A moins 1 fois B moins 1. Et le sous-groupe engendré par ça, il est
distingué, toujours, c'est même le plus petit sous-groupe distingué, tel que le quotient soit abélien. C'est intéressant. Voilà. Et bien là, vous voyez que quand vous allez regarder votre isomorphisme canonique là-dessus, comme le noyau c'est ça, et que l'image c'est ça, vous avez déjà que quand vous quotientez GLN de K quotienté par SLN, eh ben c'est isomorphe à K étoile. Donc c'est abélien. Donc ça veut dire que SLN contient le groupe dérivé. Puisque le groupe dérivé, c'est le groupe minimal avec un quotient abélien. Et que le quotient, il est abélien puisqu'il est isomorphe à K étoile. Eh bien en fait, très généralement, sauf peut-être des exceptions exceptionnelles de cas tout petits, eh bien le sous-groupe dérivé de GLN, c'est égal à SLN, et ça c'est important. Voilà. Bon. À partir d'un certain niveau, ça peut servir en tout cas. Dans les sous-groupes, vous avez le fameux SN, vous avez, disons que SN, le groupe de permutation dont je parlais tout à l'heure, s'injecte comme groupe. Donc ici, vous avez sigma, donne les matrices de permutation, P sigma, d'accord, qui c'est donné par delta, c'est la matrice delta. Si on prend J, les colonnes, on veut ici que I soit égal à sigma de J. Et ça nous donne notre matrice de permutation. Ça, c'est un morphisme de groupe. Donc, les matrices de permutation injectent ceci comme sous-groupe important de GLN, qui a un rôle à jouer dans la permutation des bases, dans la permutation des colonnes, dans les permutations en multipliant par une matrice de permutation, et qui a dans pas mal de décompositions, c'est important. Maintenant, les sous-groupes de GLN de K, la plupart des sous-groupes importants proviennent justement des actions dont on a parlé dans le grand 1. Quelles actions? Par exemple, si on regarde l'action par congruence, on regarde le stabilisateur de IN pour l'action par congruence. Ça veut dire quoi? C'est l'ensemble des matrices de GL de E, tel que M transposé ici égale IN. Et bien ça, c'est le groupe orthogonal. Et si on est sur R, eh bien, on a des matrices qu'on appelle IPQ, ici, par le théorème de Sylvester, et elles sont fondamentales dans l'action par congruence de GLN de R sur SN de R, sur les matrices symétriques, parce que c'est des matrices de forme normale, et ici, le stabilisateur de IPQ va donner lieu à, c'est l'ensemble des matrices telles que M, IPQ, M transposé égale IPQ, et ça va être un groupe qu'on va appeler OPQ, et pour P égale 3, Q égale 1, on a le fameux groupe de Lorentz. Bien, je regarde si j'ai rien oublié. Si je regarde le stabilisateur du drapeau standard, E1, E1, E2, donc je prends une base canonique, la base canonique de Kn, et je regarde, ça je prends la droite engendrée par E1, puis le plan engendré par E1, E2, puis l'espace engendré par E1, bon, vous avez compris, E1, E2, En, et puis ensuite E3, et jusqu'à E1, E2, jusqu'à En, voilà, ça c'est un drapeau, et le stabilisateur, eh bien ça va être l'ensemble des matrices triangulaires, qu'on appelle Tn, d'accord, avec ici des non nuls pour que ce soit inclus dans GLN. Voilà donc des groupes qui sont importants. Celui-ci, il est lié fortement à quelque chose qu'on appelle la résolubilité. C'est-à-dire qu'on a des... Ensuite, ça c'est les parties un peu difficiles, c'est que sur R, maintenant même sur tout groupe ici, ça va être le typique d'un résoluble maximal, c'est-à-dire que tout sous-groupe de GLN qui est résoluble est inclus dans un conjugué de ce groupe-là. À savoir ce que c'est que la résolubilité. Et lui aussi va avoir son importance dans la compacité, c'est-à-dire que tout
sous-groupe de GLN qui est compact va être inclus dans un conjugué de ON, et il y a une très belle preuve avec l'ellipsoïde de John Lehmann qui est sur ma chaîne. Voilà. Alors maintenant, il reste à faire un grand 3 avec toutes les applications, parce qu'on a fait, on a fait les sous-groupes, on a fait tout ça. Eh bien, oui. Alors, on va raconter un petit peu les applications. Là c'est open bar, hein, parce que je vais vous en donner plein. Vous n'êtes pas obligé de tout manger, hein, parce que là c'est gargantua. Hein. On est dans le monde de groupe linéaire, c'est quelque chose qu'on connaît depuis la licence 1. Des applications, normalement, vous devez en avoir plein, mais après, chacun va s'y retrouver dans son niveau. Alors d'abord, il y a la décomposition polaire et les applications de la décomposition polaire. Donc un élément de GL est égal à OS, orthogonal et symétrique des signes positifs. J'en ai pas parlé avant, parce que c'est pas un isomorphisme de groupe, ça, d'accord? On n'est pas dans le groupe, c'est une décomposition qui est plutôt de nature topologique, hein, sur R. Hein. Donc là, on est sur R. Hein. Voilà. Et qui a pour application que ON est un sous-groupe compact maximal. Parce que dès que vous dépassez O, si vous avez un sous-groupe qui dépasse O, là vous allez toucher un élément de Sn++, et là vous ne pouvez plus avoir de compacité si vous êtes dans un groupe. Voilà. Vous avez aussi, grâce à la décomposition polaire, que GLN de R, on avait dit que ce n'était pas connexe, mais plus, ça c'est connexe. Parce qu'on va décomposer, on va avoir SON, ici, qui va être connexe par arc, et ça c'est connexe parce que c'est l'exponentielle d'un espace vectoriel, de l'espace des matrices. Voilà. Ça, c'est intéressant. Du dénombrement sur corps fini, que j'adore toujours, vous le savez. Dénombrement sur corps fini. On est sur un corps fini K de cardinal Q, et on veut savoir, par exemple, combien y a-t-il de drapeaux, de sous-espaces de dimension fixée. Combien y a-t-il de matrices de rang R? Et bien tout ça, c'est fini. Et ça peut se compter grâce à des actions de GLN et des théorèmes qui nous donnent les orbites de ces actions. D'accord? Il y a une action transitive sur les drapeaux. Donc, comme on connaît le cardinal de GL, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, eh bien, il suffit de connaître le cardinal du stabilisateur. Pareil ici, on a une action transitive, pareil. On a une action transitive, mais cette fois-ci de GLN croix GLN, l'action de Steinitz, sur les matrices carrées de rang R, et même on peut le faire sur des matrices rectangulaires. Et ça, c'est des applications assez jolies, assez simples. Mais il n'y a pas que le dénombrement, il y a aussi la connexité de OR sur C. Alors, ce que j'appelle OR, c'est les matrices de taille N, de rang R, sur C. Et ça, grâce à l'action de Steinitz, la continuité de l'action de Steinitz, eh bien, on montre facilement que, comme la connexité, c'est quelque chose qui se transporte, qui se pousse, eh bien, la connexité de GLN de C, qu'on a donné dans le grand A, eh bien, ça va donner la connexité de GLN de C croix GLN de C, et par l'action de Steinitz, ça va donner la connexité des matrices de rang R. Tout ça, toutes ces choses, tout ce que je vous dis, c'est dans Carnet de voyage en algébrie, et puis pas mal de choses aussi dans Nouvelles histoires hédonistes. Le lemme de Brouwer, que j'aime bien, qui dit que ici, vous aviez comme sous-groupe, on a parlé celui-ci, eh bien, deux matrices de Sn sont GLN semblables si et seulement si
les permutations sont conjuguées. C'est-à-dire P sigma et P tau sont semblables si et seulement si ben, sigma et tau sont conjugués, mais dans Sn. J'aime bien, et ça fait, et puis celui-ci se place bien. J'aime beaucoup la surjectivité de l'exponentielle complexe. Il faut en parler aussi, je pense. Et ça permet, la surjectivité, ça c'est un outil dont on peut parler. Hein. Par exemple, de Mn de C, vous avez l'exponentielle, et ici, vous avez GLN de C. Et en fait, c'est surjectif sur C, ça ne l'est pas sur R, mais c'est surjectif sur C. Ça se fait par plusieurs méthodes, mais il y a une méthode topologique qui est dans le chapitre 9 de Nouvelles histoires hellénistes, je trouve assez sympa, hein, par purement connexité, en utilisant la connexité. C'est assez fort, hein, c'est pas mal. Mais cette histoire, c'est le début d'une grande histoire, ça. Le fait que GLN de C puisse être finalement vu comme exponentielle d'un espace vectoriel. Et ça, c'est la linéarisation, d'accord, qui commence déjà en complexe, où quand vous avez le groupe du cercle, S1, eh bien, vous avez un espace tangent, ici, c'est les imaginaires réels, et que tout élément du cercle est de la forme exponentielle de Iθ. Voilà. Vous avez un objet linéaire qui vient simplifier la complexité d'un groupe qui est forcément un truc un peu tordu. Hein, voilà. Ça, c'est assez sympathique. Et de la même manière, vous avez les matrices antisymétriques qui s'envoient sur les matrices orthogonales. Vers SON, plus précisément, si on veut de la surjectivité. Voilà. Alors, je peux continuer. Les P-silos de GLN de FP, j'adore. C'est lié au drapeau. Donc ça, c'est dans CVA. Hein. Vous avez les P-silos de GLN de FP, parce qu'on calcule le cardinal de GLN de FP, et puis avec ça, on peut sortir on peut trouver des P-silos. Et c'est lié à des sous-groupes unipotents maximaux, donc des groupes triangulaires. C'est des sous-groupes, voilà, les P-silos, c'est des sous-groupes triangulaires, ici, avec des 1 sur la diagonale. Et tous les conjugués de ces groupes, ça donne des P-silos. Ensuite, il y a aussi, c'est aussi dans CVA, les problèmes d'isomorphie exceptionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, GLN, il y a des liens entre les petits groupes GL2, par exemple, de K, avec K petit, la dimension petite, et des groupes de permutation. Par exemple, ça, c'est S3. Et pourquoi? Ben, en gros, parce que dans l'espace vectoriel à 4 éléments, F2 carré, eh bien, il y a 3 droites vectorielles. Et ce bonhomme-là, eh bien, on a vu que ça agissait sur les sous-espaces, ben, il agit sur les 3 droites. Et donc, il s'envoie dans S3, et c'est facile de voir que ça donne un isomorphisme. Et il y a toute une série d'isomorphies exceptionnelles qui peuvent faire l'objet d'un développement. Voilà, après ça devient de la gourmandise, on va s'arrêter là.